Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Réflexe critique. L'idée ce sera, comme la dernière fois, de revenir sur la vidéo qui parlait de l'agentivité. Donc on va décortiquer un petit peu ce concept et puis ensemble, on va aller préciser certains termes, on va aller creuser et approfondir certains aspects qui n'ont pas pu être faits dans la vidéo de capsule concept autour de l'agentivité. Voilà, c'est le programme. Donc sans plus tarder, on va se mettre sur le partage d'écran et on va aller regarder via, comme la dernière fois, une interaction avec un chatbot dopé à l'intelligence artificielle. On va aller regarder qu'est-ce qu'on peut en dire d'un peu plus précis ou d'un peu plus simple, facile à conceptualiser. Alors, comme vous le voyez, je suis allé sur ChatGPT et je lui ai à nouveau donné le transcript de la vidéo. Je lui ai dit qu'elle parlait de créativité et d'agentivité et qu'elle aborde des composantes de ces différents concepts. Donc il y a le transcript. Étape 7, la dernière, avant de fournir le test. Étape 7, alternativer, donc penser contre soi-même, élaborer des explications alternatives et des scénarios contrefactuels. Parmi les explications données dans le transcript, des explications alternatives concurrentes qui sont plus plausibles, voire meilleures que ce qu'on a dit jusque-là. Donc des scénarios au point clé du transcript et puis des tests empiriques, des expériences de pensée si jamais ça peut être pertinent. Alors bon, très bien, il nous propose des explications alternatives. À chaque fois, il nous dit pourquoi elle est plausible, voire meilleure que certaines de mes explications, et il donne des références. Il parle de la créativité distribuée, comparée à la créativité strictement individuelle. Ça donne des propositions intéressantes du style « La créativité n'est pas d'abord une propriété d'un individu agentif, mais un phénomène distribué émergeant d'un réseau d'acteurs, d'outils et de contextes. » Ça pourrait être plus plausible parce que la recherche empirique sur la créativité collaborative montre que des productions créatives, scènes de théâtre, projets d'équipe, open source, émergent sans qu'aucun membre ne soit seul auteur. L'artefact naît du couplage entre les personnes, les outils et les règles. Cela rend compte des cas que le cadre individuel ne couvre pas. Il nous met les sources, c'est intéressant, j'irai les voir. L'agentivité étendue, Extended Agency, l'environnement comme co-agent. C'est pas évident à se rendre compte de ce que ça voudrait dire. Ici, il parle de l'agentivité qui n'appartient pas seulement au sujet vivant, mais les artefacts externes peuvent être inclus. L'agent et ses outils forment une unité fonctionnelle. Ils font partie d'un système agentif, et donc là, ce n'est pas juste un individu humain. La thèse de l'Extended Mind, Active Externalism, montre que la cognition et l'action se construit par couplage entre cerveau et environnement. Dès lors, la capacité à initier et transformer peut être partagée entre humains et artefacts, ce qui est plus ajusté aux pratiques créatives modernes. Les synthés, les logiciels, l'IA. Bon, c'est aussi un parti pris, mais ici il ne le met pas du tout, que c'est un parti pris de penser comme ça. Les trois autres points, la créativité émergente sans intention explicite. Des processus créatifs peuvent émerger sans intention préalable et consciente. Créativité peut résulter d'interactions stochastiques, de contraintes matérielles ou d'algorithmes évolutionnaires. L'interaction stochastique, ça serait un peu aléatoire, dit vite fait. Pourquoi c'est plausible? Parce que des modèles, comme la sélection darwinienne d'idées, les algorithmes évolutionnaires, l'improvisation en flow, produisent des nouveautés sans une intention délibérée qui serait antérieure à l'action. Ça explique des inventions par accident, la sérendipité, les algorithmes créatifs qui génèrent des œuvres sans intention humaine directe. Ici, il nous met l'université de Rochester qui a écrit sur la créativité et notamment M. Csikszentmihalyi. Quatrième point, l'agentivité fragmentée, une pluralité de niveaux d'agentivité. Ça, c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a un gradient d'agentivité. La proposition, c'est qu'au lieu d'avoir deux pôles avec un critère binaire agentif versus non agentif, il existe un spectre, agentivité automatique, consciente, collective, assistée par IA. Bon, les spectres qui donnent ne sont pas très graduels, c'est plutôt différents pôles, mais c'est intéressant de le mentionner. Pourquoi c'est plausible? Pourquoi ça pourrait être une meilleure explication? Il invoque les neurosciences et la psychologie qui distinguent plusieurs niveaux et mesures du sense of agency, binding temporel, jugement d'agent, tout plein de notions aussi qui expliqueraient ça et qui expliqueraient le sense of agency de manière beaucoup plus graduelle. Et reconnaître des degrés, ça permet des diagnostics plus fins, notamment pour évaluer les IA et les systèmes hybrides. Vous vous rendez compte à quel point même cette IA est biaisée, elle ne parle que des IA. Je l'ai mentionné quelques fois dans le script, mais il l'a mentionné beaucoup plus de fois que moi. Le cinquième point, c'est la créativité comme une propriété systémique dans le champ socio-culturel.
il fait encore une fois appel à Csikszentmihalyi sur les modèles historiques où il met qu'il y a un champ, des experts, des institutions qui reconnaissent et diffusent l'œuvre. Et diffusent l'œuvre, ça évite d'attribuer automatiquement la créativité à la production isolée. Ok, c'est intéressant, il remet la source de l'université de Rochester. Je vous laisse aller voir. Alors 5 scénarios contrefactuels si on change un point clé du transcript. Alors c'est intéressant, il a l'air de faire des choses qui sont pas trop mal. Scénario 1, si l'agentivité n'exigeait pas le vivant. Considérons que des systèmes non biologiques peuvent être pleinement agentifs. Les IA, il nous le remet. On doit revoir l'attribution d'auteur, de responsabilité et de droit. La définition de créativité, elle s'ouvre aux artefacts non humains. Et dans ce cas-là, il y a des politiques de propriété intellectuelle et d'éthique qui deviennent urgentes. Il nous remet le débat sur le recours aux IA dans l'art et le cinéma. Ils sont des vraies questions. Scénario 2, si la subjectivité n'était pas nécessaire pour l'agentivité. Est-ce que l'agentivité se définit uniquement par la capacité d'une entité à produire des transformations observables et à s'autocorriger, sans expérience subjective? Beaucoup de systèmes industriels automatisés seraient qualifiés d'agentifs. Cela simplifie l'évaluation technique, mais fait disparaître les enjeux de responsabilité morale fondés sur l'expérience. Là, on aurait un conflit éthique évident, il le met, mais en tout cas, on aurait un conflit éthique. Les 3 derniers scénarios, si la créativité était essentiellement sociale. Ok, il n'y a plus d'individu qui crée, c'est que du social. Si la créativité n'existe que dans un cadre social qui reconnaît une protection comme créative. Là, plus personne n'est attribué comme auteur. Les implications, ça pourrait être que les évaluations individuelles de créativité vont perdre de la valeur, la politique culturelle et les réseaux deviennent les vrais moteurs de l'innovation, et on va investir dans un champ plutôt que dans les individus. Dans le domaine de l'art, ça changerait quand même pas mal de choses. Aujourd'hui, on a des vedettes qui sont les créateurs, qui ont un nom dans les différentes galeries. Ça changerait évidemment des choses. Scénario 4, si l'intentionnalité pouvait être simulée par apprentissage statistique sans représentation de but. Donc là, c'est les systèmes algorithmiques qui simulent ça. Hypothèse, un réseau neuronal profond simule l'intentionnalité. Ça apparaît comme s'il avait une intentionnalité, mais il n'a pas de représentation de futur réel. Ça impliquerait que ça devient difficile, philosophiquement et légalement, de différencier une vraie intention et une simulation performative. Mais pragmatiquement, les sorties peuvent être prises comme créatives si elles passent les tests d'évaluation. Donc dans ce cas-là, qu'il y ait intentionnalité ou pas, on n'en sait rien. Est-ce que la machine a une intentionnalité? Est-ce que même lui-même a une intentionnalité? Peut-être qu'on a une illusion sur ça. Eh ben, ça compterait pas, et l'essentiel, ça serait est-ce que c'est jugé créatif ou pas. Et donc, l'intentionnalité et même l'agentivité, pas besoin. Scénario 5, si l'agentivité était majoritairement incarnée, embodied cognition, et non cognitive. Carrément, il n'y a pas de cognition qui apparaît là-dedans, donc vous ne faites pas du traitement d'information. Dans ce cas-là, l'hypothèse, c'est que l'agentivité a né surtout du couplage sensorimoteur, les interactions entre le corps et l'environnement, plutôt que de la représentation consciente. Les implications, là serait qu'il y aurait formation créative et design d'espace, des outils qui seraient plus déterminants que les cours théoriques. L'éducation devrait investir le geste et l'environnement, c'est la thèse de la cognition incarnée ou de l'extended mind qui nous a présenté avant. Ce que ça aurait qui est intéressant, c'est que sans capacité d'abstraction, on pourrait faire preuve d'agentivité et de créativité. Qu'avec cette hypothèse-là et ce scénario qu'il nous propose, ça pourrait amener à ça et ce serait intéressant parce qu'on pourrait aller voir les animaux. Aujourd'hui, on a du mal à voir et à dire s'ils ont une conscience ou pas. Il y a un paquet où on a explicité qu'ils ont très probablement une conscience, mais ça nous ouvrirait le champ large à d'autres êtres vivants comme les végétaux ou encore plus les pierres si on veut aller vers un côté beaucoup plus spirituel et une forme d'animisme. Alors les tests empiriques et les expériences de pensée, je vais les laisser de côté. Je vous les montre juste rapidement. Voilà, il y a aussi quelques sources. Je pourrais vous donner ça si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. Et les expériences de pensée philosophiques ou conceptuelles qu'ils nous proposent, qui est intéressante, c'est le miroir inversé. Imagine un système IA qui produit des œuvres indistinguables d'un humain. Si on réattribue rétroactivement toutes les œuvres d'un grand artiste célèbre à une IA, est-ce que ça change ce que nous appelons création? Cette expérience de pensée teste la dépendance de la créativité à l'agentivité perçue. Deuxième, le laboratoire sans conscience. Construit mentalement un système évolutif, algorithme génétique, qui produit des designs originaux sans agent intentionnel. Si ces artefacts sont utiles et évalués comme créatifs par des experts,
Doit-on parler de créativité sans agentivité consciente? Et le dernier, c'est le collectif invisible. Imagine une œuvre, un mème culturel, né de milliers de micro-interactions, aucune intention unique. Est-ce que la notion d'auteur reste pertinente? Cette expérience de pensée remet en cause l'idée d'agentivité exclusive, au sens où c'est juste un individu sans les autres. Ce que ces alternatives tests permettent de falsifier ou confirmer, si les expériences 1 et 2 montrent que l'outil ou le groupe modifie significativement le sentiment d'agentivité et la créativité, alors la thèse individuelle stricte du transcript est affaiblie. Donc on irait vers une conception plutôt distribuée, étendue. Si les mesures de sense of agency, la question du binding, donc de la mise en lien, ou les questionnaires corrèlent fortement avec une production créative, alors la subjectivité joue un rôle causal, le transcript gagne en validité. Voilà. Premier point, ça diminue ce que j'ai dit. Deuxième point, ça augmente. Et 3, si les participants évaluent indistinctement IA et humain comme créatifs et révèlent peu de changements à la révélation, alors la barrière vivant-conscient pour la créativité s'effondre. Et là, il y a un enjeu juridique et éthique qui va au-delà de ma vidéo. Voilà, il nous met des références clés pour approfondir. Moi, ce que je lui propose après, c'est de me faire un test à partir du transcript et des réflexions précédentes. Fabrique un test de 20 questions, du QCM, des exercices d'appariement, des textes à trous, trouvez l'intrus. Je ne vais pas vous le lire ici, je vous le mettrai dans la description et il sera présent sur mon blog. Si vous voulez faire quelques rappels à partir de ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble, vous pouvez y aller, c'est pour vous, c'est fait pour se tester. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Réflexe Critique. Je vous laisse faire marcher l'algorithme et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule concept et de nouveaux réflexes critiques. À bientôt, ciao. Avec Réflexe Critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.